Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu récap parce que de ce que j'ai vu sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus avec les différents produits, les actifs, en pensant que la K-beauty, du coup, c'est quelque chose d'assez compliqué, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'assez simple, en fait, puisqu'on utilise toujours plus ou moins les mêmes actifs. C'est juste qu'il y a énormément de catégories de produits différents, il y a beaucoup de marques différentes, il y a des formulations différentes. Mais en soi, les produits, enfin les actifs en tant que tels sont toujours plus ou moins les mêmes. Et parfois, certains actifs en fait vont avoir des actions sur plusieurs problématiques de peau. Et je pense que c'est de là d'où vient la confusion. Donc on va voir ensemble un petit peu, on va faire un grand récap en fait de la K-beauty. Alors déjà, la K-beauty, qu'est-ce que c'est? La K-beauty en fait, ça regroupe l'ensemble de la cosmétique coréenne. À côté de ça, on a aussi la J-beauty, donc la J-beauty qui est la beauté, les cosmétiques japonaises, la C-beauty en Chine, la G, avec un vrai G, Beauty, donc pour la German Beauty, donc en Allemagne. Donc tout ça, ce sont des approches assez différentes, même si en fait en Asie, on a une approche quand même qui est relativement similaire dans le sens où on a une accumulation en fait de plusieurs couches de produits qui vont chacun apporter quelque chose à la peau, mais en plus faible quantité. Là où nous, en Europe, on va plutôt avoir des produits qui sont très concentrés, et du coup, on va en utiliser un ou deux ou trois. Dans la K-Beauty, on va utiliser beaucoup plus de produits, mais beaucoup moins concentrés sur des concentrations beaucoup plus faibles. Et également, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un K-Beauty, c'est que c'est focalisé beaucoup plus sur la prévention des problématiques de peau que vraiment sur le traitement des problématiques. Donc, on évite que que le problème arrive. Et souvent, ce sont des soins qui sont plus longs à mettre en place, puisque là aussi, ils sont moins concentrés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller toujours progressivement. Dans la K-Beauty, on va utiliser énormément de produits qui sont différents. Donc on va faire un petit récap des différents produits. Donc, sachant que le premier produit à utiliser normalement, en tout cas le soir, c'est le Oil Cleanser, donc un baume démaquillant, une huile démaquillante. En Asie, on utilise assez peu de lait démaquillant, mais vous pouvez aussi, on évite les eaux micellaires. Donc, en baume démaquillant, c'est vraiment la première étape dans la routine du soir pour retirer le maquillage, la crème solaire, etc. Ensuite, on a la catégorie des nettoyants. Donc, les nettoyants, donc toujours adaptés à son type de peau, ça c'est très important. Un nettoyant, ça a pour but de nettoyer la peau, tout simplement, retirer vraiment toutes les impuretés de la peau, les bactéries, la pollution qu'on aurait pu accumuler dans la journée, et qui va retirer vraiment les dernières traces qu'on aurait pu avoir du oil cleanser, parce que vu que c'est un nettoyant à l'huile, à base d'huile, le rinçage à l'eau, même s'il est très très bien fait, il peut toujours laisser un petit film. Donc le nettoyant va venir vraiment tout zapper, mais il faut faire attention à prendre un nettoyant qui soit suffisamment doux et adapté à son type de peau pour éviter de détruire le film hydrolipidique. C'est pas le but. Donc ça, ce sont donc vraiment deux étapes assez importantes. Ensuite, on va avoir la catégorie des exfoliants. Donc dans les exfoliants, j'ai fait des vidéos dessus. Il y a les AHA, les BHA, les PHA et les LHA maintenant, qui sont des dérivés des BHA, donc, mais beaucoup plus gros, donc plutôt adaptés aux peaux sensibles. J'ai fait des vidéos dessus, donc je vous laisse aller regarder directement sur mon compte. Ensuite, on a la catégorie des toners. Alors, un toner, c'est quoi? Un toner, c'est un produit qui vient en fait apporter une première couche d'hydratation à la peau et des premiers actifs. C'est assez léger et c'est l'étape juste après l'exfoliant si on en utilise. Sinon, c'est juste après le nettoyage. De préférence sur peau humide. Ensuite, on a les essences. Alors, une essence, au sens coréen du terme, ça correspond à un produit issu de la fermentation d'un produit. Donc, le plus souvent, c'est du riz. Donc, ça va contenir ce qu'on appelle des galactomises. Donc, ce sont en fait des levures. Ce sont des probiotiques et ils vont venir en fait rééquilibrer le microbiome de la peau. Et en cela, ça va permettre de nourrir la peau et de lutter contre les signes de l'âge, contre les taches d'hyperpigmentation et contre l'acné. Après cette étape-là, on peut appliquer un sérum, ce qu'on appelle un sérum. Donc un sérum, c'est un produit liquide qui est très concentré en actifs. C'est plutôt cette étape-là qui va vraiment apporter les actifs à la peau. Donc là, on peut utiliser un, deux sérums dans sa routine le matin et ou le soir. C'est vraiment en fonction de ces problématiques. C'est pour moi un élément qui est assez important parce que c'est vraiment là où on va vraiment traiter la peau. Autant les deux premières étapes sont plus là pour hydrater. Là, on va vraiment on va vraiment être sur la partie traitement de la peau. Euh, Après le sérum, on a une ampoule. Donc une ampoule, grosso modo, c'est un sérum en plus concentré. Est-ce qu'on doit faire véritablement la différence entre sérum et ampoule? Pas vraiment, à part qu'en fait, en termes de viscosité, l'ampoule sera plus visqueuse, plus épaisse, donc à appliquer après le sérum si on décide d'utiliser les deux. Ensuite, on a la catégorie donc des crèmes hydratantes qui, là aussi, doivent dépendre de votre type de peau et de vos problématiques de peau. Il en existe énormément, des gels, gel crème, lait, enfin,
plus des vraies crèmes vraiment très épaisses. Donc vraiment chacun de choisir ce dont il a le plus besoin en fonction de son type de peau, de ses problématiques de peau. On a les crèmes solaires, bien sûr, qui peuvent en même temps apporter des actifs. Ensuite, dans d'autres catégories donc, qui sont un peu plus exceptionnelles à utiliser, on va avoir les wash-off masks. Donc les wash-off masks, ce sont des masques à rincer, tout simplement. La plupart du temps, c'est plutôt des masques avec des propriétés purifiantes. Donc plutôt peau acnéique, peau grasse. Mais on retrouve également des wash-off masks plus hydratants ou apaisants pour les peaux sensibles. On peut retrouver aussi donc, les sheet masks, qui sont quand même assez connus. Donc ces masques en tissu qu'on peut utiliser. On a évidemment les overnight masks. Donc là, les overnight masks, en fait, ce sont des crèmes hydratantes, mais pour la nuit. C'est un peu plus riche, ça contient un peu plus de concentration d'actifs et d'éléments hydratants qu'une crème hydratante classique. On peut utiliser par-dessus sa crème hydratante le soir si vraiment on a une peau sèche. Sinon, ça peut remplacer la crème hydratante le soir. Ensuite, on va avoir tous les produits pour les yeux qui, à mon sens, sont pas toujours forcément nécessaires. Dans les produits pour les yeux, on va avoir les sérums, les crèmes pour les yeux, les masques de nuit, donc overnight mask pour les yeux, et on va avoir aussi donc les petits patchs pour les yeux. Donc là aussi, ils sont pas forcément utiles. Une crème hydratante peut très bien faire l'affaire, sauf si on a une problématique spécifique qu'on veut traiter. Et je crois qu'après, en catégorie, voilà, en grosse catégorie, c'est un petit peu tout. Sachant qu'effectivement, ça fait beaucoup de types de produits différents, mais on n'a pas forcément besoin de tous les avoir, hein. Le cœur le plus important à avoir, c'est un nettoyant huileux, un oil cleanser, un nettoyant, une crème hydratante et une crème solaire. Ça, c'est franchement la base. Le reste, en fait, c'est vraiment du bonus et si on a envie de développer un peu plus sa skincare routine. Donc là, on va parler vraiment des actifs. Je pense que c'est le point un peu confusant pour beaucoup de gens, des actifs dans la beauty. Donc en fait, ce sont souvent les mêmes qu'on va retrouver pour une même problématique de peau, voire même pour plusieurs problématiques de peau. Donc là, la vidéo, elle va être découpée en fait par problématique. Donc si vous avez plusieurs problématiques, vous regardez évidemment la problématique qui vous intéresse. Si vous en avez plusieurs, vous les regardez plusieurs. Sachant que donc, je vais vous expliquer aussi également l'origine de la problématique. Donc on va commencer par l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, c'est quoi? En fait, c'est une surproduction de mélanine sur certains endroits de la peau, ce qui cause ce qu'on appelle des taches pigmentaires. Donc ils peuvent être comme ça pour les peaux plutôt caucasiennes ou asiatiques, et comme ça pour les peaux plus foncées. C'est une surproduction de mélanine, donc on va avoir différents ingrédients, différents actifs qui vont venir traiter cette production de mélanine. Soit en empêchant que la mélanine en fait soit transposée d'une cellule à une autre lorsque la cellule se divise, soit en fait en coupant carrément la production de mélanine à la source. Donc, dans les actifs qu'on utilise régulièrement pour traiter l'hyperpigmentation, le plus connu c'est la vitamine C. C'est le plus connu, ça a une action blanchissante, ça vient casser la mélanine au sein des cellules de la peau, et en plus c'est un antioxydant, donc c'est très très bon. Seul inconvénient de la vitamine C, c'est qu'elle n'est pas forcément toujours bien tolérée par les peaux grasses ou les peaux acnéiques. Donc toujours faire assez attention. En très connu, on a également la niacinamide, donc la vitamine B3, qui a là aussi en fait un effet anti-tache parce que ça va empêcher justement la mélanine de passer d'une cellule à une autre dans la division cellulaire. On retrouve également l'acide azélaïque pour traiter les taches d'hyperpigmentation. Donc là, c'est un kératolytique, comme les rétinoïdes, qui peuvent aussi être utilisés pour l'hyperpigmentation. Donc les kératolytiques, ce sont des molécules, des actifs, qui vont venir casser en fait la kératine de la peau, et ce qui vont former en fait, obliger la peau à se reformer, se régénérer complètement, en l'occurrence sans mélanine. Donc on va avoir un teint beaucoup plus unifié. Et on retrouve également après, donc qui vont plus agir au niveau de la source du problème, de la production de mélanine, l'alpha-arbutinine et l'acide tranexamique. Sachant que quand on dit que ça vient à la source et que ça empêche la production de mélanine, si vous en utilisez, ça ne va pas vous empêcher de bronzer, mais ça va empêcher que les cellules en produisent beaucoup trop et que cette mélanine reste dans le temps. Donc ça ne vous va pas vous n'allez pas devenir tout blanc en utilisant de l'alpha-arbutinine ou en utilisant de l'acide tranexamique, hein, je vous rassure. Et toutes ces molécules-là, on peut les utiliser plus ou moins ensemble. Alors moi, je vous déconseille quand même d'utiliser la vitamine C avec les rétinoïdes parce que c'est déjà les rétinoïdes s'utilisent le soir. Ils sont photosensibles et photosensibilisants. Photosensibles, ils se dégradent à la lumière. Photosensibilisants, ils développent sur la peau une sensibilité à la lumière. Donc c'est vraiment le soir. Sinon, les autres produits peuvent être utilisés avec la vitamine C sans le moindre problème. Sachant que là aussi, les rétinoïdes, il faut toujours y aller progressivement pour les introduire. Deuxième problématique, c'est une problématique que moi je connais particulièrement, c'est l'acné.
Alors l'acné, déjà, qu'est-ce que c'est? L'acné, c'est une inflammation de la peau suite à une bactérie, donc je vous mets son nom ici parce que j'ai pas envie de la prononcer, un petit peu compliqué. Et en fait, cette bactérie, d'où elle vient, bon, bah forcément, on l'a déjà en nous naturellement, elle fait partie du microbiome de la peau, sauf que bah, par moment, en fait, elle peut plus se développer, notamment lorsque les pores sont bouchés. Et en fait, c'est ça le véritable origine de l'acné, c'est les pores bouchés, donc notamment à cause du sébum, à cause de débris de kératine, de poussière. Donc c'est important quand on a une peau acnéique de vraiment bien se laver le visage le matin et le soir. Vraiment les deux moments, je crois que c'est l'une des seuls types de peau où c'est vraiment recommandé de se laver le matin et le soir avec un nettoyant doux quand même. Le but c'est pas d'irriter encore plus la peau parce que plus on va l'irriter, plus on va retirer le sébum, plus la peau va en produire et du coup plus les pores risquent de se boucher. Et là donc pour traiter l'acné, il faut traiter en fait différents points de l'acné. Donc déjà l'origine de l'acné, donc qui est le fait d'avoir les pores qui sont bouchés. Donc pour déboucher les pores, il n'y a pas 36 solutions. Donc, un nettoyant doux déjà pour réguler cette production de sébum. Donc on va utiliser des nettoyants qui vont plutôt contenir de l'acide salicylique, donc qui à la fois va permettre de nettoyer la peau. L'acide salicylique c'est aussi un anti-inflammatoire, donc ça va limiter l'acné en tant que tel, donc l'inflammation de la peau. Et en même temps, avec les LHA, l'acide salicylique, c'est un exfoliant qui est liposoluble. C'est-à-dire qu'il est miscible, il peut se mélanger au gras. Et donc en faisant ça, il va permettre de libérer justement les pores de la peau et donc empêcher que les bactéries responsables de l'acné puissent avoir en fait de quoi se nourrir et de quoi se développer. Là, on agit en amont. Euh, pour agir en amont, on a également la niacinamide, donc comme pour l'hyperpigmentation, mais là, elle va avoir une autre utilité, la niacinamide, parce qu'elle permet de réguler la production de sébum. Donc en régulant la production de sébum, mécaniquement, on aura des pores qui seront moins bouchés. Donc les deux ensemble, c'est une très très bonne combinaison pour traiter l'acné, parce qu'on va agir sur l'origine de l'acné et en même temps sur la fin de l'acné. Après, ce qu'on utilise aussi beaucoup, parce que bah, il faut le traiter quand même, c'est en fait traiter cette bactérie. Donc il faut utiliser des produits antimicrobiens. Alors on ne se rue pas sur son désinfectant, hein, ça sert à rien, ça va détruire la peau. Dans les produits qu'on peut utiliser et qui sont régulièrement utilisés pour traiter l'acné, dans la Keep Beauty, on peut retrouver bah, l'arbre à thé, le tea tree, donc, qui est très très connu. On a également ce qu'on va appeler de l'armoise coréenne, donc Artemisia capillaris. Donc c'est un produit qui à la fois va être en antibactérien et en même temps un anti-inflammatoire. Donc ça va jouer sur les deux côtés. Ça va être assez intéressant. On a également le snail mucin, donc le mucus d'escargot, qui a aussi des propriétés antibactériennes et donc qui va permettre de limiter justement le développement de cette bactérie. Et en même temps, le mucin d'escargot va permettre de réparer la peau. Donc ça va être assez intéressant. Bien sûr, on a évidemment ce qu'on appelle les rétinoïdes, donc le rétinol, le rétinal, ou si vraiment vous avez une acné très poussée, mais pour ça il faut aller voir un dermatologue, c'est le Roaccutane. Donc là c'est un kératolytique, donc le but ça va être de vraiment, en fait on va vraiment retirer effectivement en fait les cellules superficielles de la peau, et donc on va vraiment faire une exfoliation mais très 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 profonde, comparé à des exfoliants plus classiques. Et enfin, ce qu'on peut retrouver, donc qui va plus traiter donc la partie après, donc l'inflammation, donc le symptôme, ça va être le thé vert, donc qui a des propriétés anti-inflammatoires. La Centella asiatica, qui est aussi un anti-inflammatoire et en même temps un cicatrisant, donc ça va permettre de limiter les cicatrices d'acné. Et ce qu'on appelle de l'herbe à poivrier, donc c'est Houtonia cordata, qui est une plante chinoise, qui là aussi est une plante anti-inflammatoire, donc qui est assez utilisée pour traiter l'acné. Et enfin, le dernier point, donc en plus des rétinoïdes, le matin, on peut également utiliser de l'acide azélaïque, comme pour l'hyperpigmentation, pour son effet justement kératolytique, donc qui va permettre d'avoir un renouvellement des cellules, et donc non seulement on aura beaucoup moins de sébum qui va se boucher, mais on aura aussi des cellules plus saines qui ne seront pas infectées par la bactérie. Troisième problématique qui là peut toucher vraiment tous les types de peau, moi-même qui ai une peau grasse et acnéique, je l'ai en ce moment, notamment à cause de la météo, du froid, c'est l'hydratation. Donc une peau déshydratée, ça va notamment se traduire par une peau qui sera un peu plus flasque, qui sera moins rebondie et surtout qui va tirer un petit peu parce qu'en fait elle est en manque d'eau, donc elle n'a plus cette capacité élastique. Donc pour traiter l'hydratation, on a un ingrédient qui est très très connu et qu'on retrouve dans tous les produits cosmétiques aujourd'hui, c'est l'acide hyaluronique. Donc on peut le retrouver on va le retrouver sous la forme de sodium hyaluronate, qui est une forme d'acide hyaluronique. On peut le retrouver sous la forme d'acide hyaluronique pur, à des concentrations différentes. Est-ce que vous avez besoin d'un produit spécifiquement conçu avec de l'acide hyaluronique dedans?
Tout dépend de vos besoins. Comme je vous le disais, il y en a dans tous les produits cosmétiques aujourd'hui, même dans les nettoyants. Donc, ça dépend vraiment. Moi, j'aurais tendance à vous dire que oui, c'est quand même intéressant en hiver si on a une peau qui est sèche ou si on a une peau qui a facilement tendance à se déshydrater. L'acide hyaluronique peut être une bonne chose. Après, est-ce qu'en été on en a toujours besoin? Franchement, moi, je suis pas, enfin, j'en utilise pas l'été. Petite particularité avec l'acide hyaluronique, c'est qu'il s'applique toujours sur peau humide. C'est-à-dire qu'il faut que la peau soit très légèrement humide. Donc, si vous utilisez un toner, ne le faites pas complètement pénétrer. N'attendez pas de le faire pénétrer complètement pour mettre le sérum à l'acide hyaluronique. Ou autrement, vous pouvez utiliser un petit brumisateur pour vraiment remettre un petit peu d'eau parce que l'acide hyaluronique, pour bien pénétrer, a besoin d'eau. Une alternative qu'on a à l'acide hyaluronique qui n'est pas encore très très répandue, c'est l'acide polyglutamique. Donc l'acide polyglutamique, là aussi, c'est un hydratant, mais beaucoup plus puissant que l'acide hyaluronique qui peut déjà renfermer entre 50 et 1000 fois son poids en eau. L'acide polyglutamique, on est sur 1000 fois cette capacité de rétention d'eau, donc c'est vraiment un actif très hydratant, donc vraiment très intéressant. On a le mucus d'escargot, donc qui a cette capacité là aussi à bien absorber l'humidité et à la garder surtout dans la peau, donc ça va être intéressant. Le bêta-glucane, donc qui est un polysaccharide, donc qui va permettre là aussi en fait de permettre à la peau de bien concentrer l'eau. On a aussi donc toute la catégorie des humectants. Donc les humectants, ce sont des molécules qui vont permettre de garder l'eau au sein de la peau. Donc on a l'acide hyaluronique, l'acide polyglutamique qui vont se gonfler en eau dans la peau. Les humectants, eux, ils vont plutôt avoir un rôle en fait de barrière pour empêcher que l'eau sorte de la peau des cellules. Donc on a la glycérine, qui est la plus connue et qu'on retrouve dans la plupart des produits. On a la bétaïne, et pas la bétadine, la bétaïne, qui en plus peut se retrouver, si on a une peau acnéique, sous la forme de bétaïne salicylate. Donc ça va avoir les aspects bénéfiques de l'acide salicylique, donc anti-inflammatoire et en même temps légèrement exfoliant. Et en même temps, on va avoir les propriétés humectantes de la bétaïne. Donc c'est vraiment assez intéressant si on a une peau qui est un petit peu déshydratée et en même temps acnéique à cause de l'hiver. Et enfin, deux produits qui sont pour moi très intéressants si on a une peau déshydratée, ça va être les céramides et le panthénol. Le panthénol, c'est de la vitamine B5 et en fait, ça permet de reformer vraiment la couche, la barrière cutanée, donc la couche superficielle de la peau. Et les céramides, en fait, ce sont des lipides. C'est un groupement lipidique et type cholestérol, en fait. Dans une liste d'ingrédients, vous pourrez voir cholestérol. Et en fait, les céramides, elles vont avoir un effet là aussi complètement occlusif, beaucoup plus que les humectants puisque ça va vraiment empêcher l'eau de sortir de la peau. Et en même temps, les céramides ont des fonctions réparatrices pour la peau. Donc c'est quand même assez intéressant si on a une peau plutôt sensible. Les céramides sont vraiment une très bonne alternative pour l'hiver, pour éviter de se déshydrater et en même temps pour reformer la barrière cutanée pour vraiment avoir une peau qui est bien réparée. Pour prévenir les signes de l'âge ou pour, on va dire, atténuer les signes de l'âge si on en a déjà. Alors là, il y a aussi plusieurs solutions, sachant que les cosmétiques ne peuvent pas faire disparaître complètement les rides. Les rides, en fait, c'est tout simplement une perte d'élasticité de la peau. La peau est moins élastique. Alors déjà, mécaniquement, la peau perd en élasticité à partir de 25-30 ans. Mais en plus, à partir de 30 ans, on perd en masse musculaire au niveau du visage. Ce qui fait que la peau est d'un côté moins élastique, donc elle va plus se détendre, et en même temps, on a moins de quoi la remplir. Ce qui donne en fait tous ces plis qu'on peut avoir sur le visage, sachant que ici, ce que j'ai là, c'est ce qu'on appelle des plis d'expression. Ce ne sont pas des rides, c'est juste que la peau en fait a formé un pli à cause de former toujours faire le même mouvement. Donc comment on peut traiter, justement, comment on peut atténuer ou prévenir les signes de l'âge? Alors déjà, pour atténuer les signes de l'âge, on va miser déjà sur les antioxydants, qui vont permettre de ralentir justement ce processus de vieillissement. Donc dans les antioxydants, on a la vitamine C, bien sûr, mais on a aussi ce qu'on appelle les polyphénols. Et les polyphénols, en fait, ce sont des antioxydants beaucoup plus puissants que la vitamine C et qu'on va retrouver notamment dans le thé vert, qui sont une excellente source d'antioxydants, mais également dans le riz. Ou alors on peut retrouver aussi du sélénium. Donc le sélénium, c'est un métal qui est un antioxydant et que là on peut retrouver par contre dans le mucus d'escargot. C'est un ingrédient qu'on retrouve assez régulièrement dans la K-Beauty, tout simplement parce que il comprend énormément de molécules différentes qui fonctionnent sur toutes les problématiques de peau. Donc c'est plutôt un peu un ingrédient miracle. Ce qu'on peut également utiliser pour atténuer ou prévenir les signes de l'âge, en fait, ça va être l'hydratation de la peau. Mieux la peau est hydratée, plus longtemps elle va rester justement élastique.
Donc là, on revient sur les molécules dont on a parlé juste avant, l'acide hyaluronique, l'acide polyglutamique, qui vont être d'excellents moyens de garder l'hydratation. On a également ce qu'on appelle le ginseng. Donc le ginseng qu'on peut retrouver dans certains produits, notamment ceux de Beauty of Joseon. Le ginseng, il va avoir en fait une capacité de circuler, va améliorer la circulation sanguine générale dans le visage. Et donc ça va permettre aux cellules de mieux fonctionner. Parce qu'avec l'âge, forcément, les cellules vieillissent. Et donc le ginseng va avoir cette capacité justement à faire travailler tout le monde ensemble et donc à ralentir le processus de vieillissement. Là encore, on peut aussi également utiliser les céramides pour garder l'hydratation dans la peau. Et surtout, donc là qu'on peut commencer à utiliser à partir de 25 ans, 20-25 ans, ce sont là aussi les rétinoïdes, donc le rétinol, les rétinales. Ça va permettre là aussi en fait de renouveler les cellules, donc on aura des cellules beaucoup plus jeunes et donc qui vont mieux garder leur capacité élastique et donc prévenir les signes de l'âge, voire les atténuer un petit peu si on commence à avoir des rides. Si on a une peau plutôt sensible, alors là, la sensibilité de la peau, en fait, c'est tout simplement une réaction inflammatoire suite à le contact avec certaines molécules. Donc généralement, si on a une peau sensible, il faut éviter tout ce qui va être lavande, menthe, huile essentielle, tout ce qui est agrumes, parce que ce sont des substances potentiellement irritantes pour la peau. Et c'est assez difficile à traiter parce qu'on peut avoir une peau, par exemple, acnéique, et sensible. Et donc, du coup, c'est plus difficile parce que pour le traitement de l'acné, on sait qu'on est plutôt sur des molécules qui sont quand même assez irritantes. Donc, il faut traiter la sensibilité. C'est pas toujours évident. Bien sûr, il y a des produits qui peuvent fonctionner pour les deux, mais la sensibilité de la peau, ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment parce qu'en fait, ça dépend vraiment de ce qu'il y a autour. C'est vraiment une réaction à ce qui est à l'extérieur. Donc, pour traiter la sensibilité de la peau, ce qu'on utilise beaucoup en K-beauty, ça va être la Centella asiatica. Donc la Centella asiatica, pourquoi? Parce qu'elle contient ce qu'on appelle des madécocides et des asiaticocides, donc l'acide madécassique, acide asiatique, qui vont reformer la matrice cellulaire. Et donc en reformant cette matrice cellulaire, la peau va être mieux armée pour en fait se défendre contre les agressions extérieures et donc mieux diminuer en fait sa sensibilité. On retrouve également l'armoise coréenne qui là aussi va avoir des propriétés apaisantes, donc ça va permettre de calmer l'inflammation et en même temps c'est antibactérien, donc ça permet de traiter l'acné si on en a en même temps. On a après le panthénol, donc le panthénol, vitamine B5, ça va permettre de reformer la barrière cutanée, donc là aussi on va permettre de diminuer les irritations, puisqu'on va, en fait, on va réparer tout simplement la peau. On peut également utiliser tous les produits à base d'alantoïne ou d'adénosine. Alors à base de, c'est un grand mot puisque généralement on a très peu de produits qui mettent cet actif-là en avant et souvent ce sont des acides aminés qui sont plutôt dans la fin de la liste des ingrédients mais qu'on peut retrouver dans énormément de produits destinés aux peaux sensibles. Donc lorsque vous lisez une liste d'ingrédients, si vous les voyez, c'est que c'est plutôt bon signe. On peut évidemment retrouver pour les peaux sensibles le mucus d'escargot, donc qui va permettre de reformer la barrière cutanée, de limiter les irritations et les inflammations. Et enfin, moi ce que je vous conseillerais pour les peaux sensibles, c'est d'utiliser soit de la calendula, soit de la camomille, donc qui sont des plantes là aussi extrêmement douces, très apaisantes et qui vont permettre de calmer l'inflammation de la peau. Pour les teintes ternes, alors là c'est plus compliqué parce que le teint terne en fait ça regroupe énormément de choses. Souvent le teint terne, ce qu'on appelle un teint terne, c'est un teint qui manque de lumière, qui manque de couleur. Souvent il est dû à quoi? Alors déjà c'est une accumulation de cellules mortes sur le visage. Donc dans ce cas-là, les acides exfoliants vont être une excellente chose. Si on a une peau plutôt sensible ou si on veut utiliser un acide exfoliant assez régulièrement, moi je vous conseillerais plutôt les PHA comme l'acide lactobionique qui vont avoir vraiment cet aspect exfoliant mais très très léger et donc ça va permettre de bien travailler justement sur cette problématique-là et ça va permettre de renouveler les cellules, donc d'avoir un teint beaucoup plus frais. On peut également utiliser donc le riz parce que le riz va à la fois contenir de la niacinamide qui va permettre de lutter contre toutes les taches d'hyperpigmentation, donc ça va vraiment avoir un côté unifiant pour le teint, mais en même temps on a des polyphénols qui sont des antioxydants et des céramides, des phytocéramides qui vont permettre de reformer la barrière cutanée. Donc c'est un petit peu un tout en un pour les teintes ternes. On a bien sûr le ginseng, donc le ginseng qui va avoir ce côté coup de boost en fait pour la circulation du sang et qui va permettre aux cellules, à toutes les cellules du visage de vraiment être assez vives, d'avoir tout ce dont elles ont besoin. Et bien sûr, on a les rétinoïdes, encore une fois, donc qui vont forcer la peau en fait à se renouveler. Donc les rétinoïdes, il faut vraiment y aller par contre progressivement, une fois par semaine pendant un mois, deux fois par semaine pendant un mois, trois fois par semaine pendant un mois, et ainsi de suite, en commençant par très bas.
0,1, 0,2% et ensuite en augmentant progressivement parce que ça reste quand même une molécule qui est très puissante, très grosse et donc il peut causer de gros dommages si on l'utilise trop vite, trop fort parce que du coup on va se détruire la peau tout simplement et c'est quand même pas l'objet recherché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Là aussi, je vous conseille plutôt de regarder mon compte TikTok où je publie quand même beaucoup plus régulièrement. On va essayer de plus produire de vidéos YouTube là sur les prochaines semaines, prochains mois. Je vais essayer d'être plus régulier. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des ingrédients dans cette liste. Il y a énormément d'ingrédients, c'est vrai, mais au final, on voit que c'est toujours à peu près la même chose. Donc n'hésitez pas si j'ai oublié des ingrédients à savoir quelle serait leur utilisation et dites-moi, vous, quels sont vos tips, quels sont les ingrédients que vous utilisez ensemble pour avoir une peau parfaite. À très bientôt!